Avant de plonger dans cette histoire millénaire, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite un visionnage agréable. Imaginez un peuple qui refusa pendant 1700 ans de se considérer comme français. Un territoire où les pierres levées précèdent les pyramides. Une langue qui survécut à toutes les interdictions. Pourquoi la Bretagne resta-t-elle si différente ? Qu'est-ce qui forgea cette identité qui résiste encore aujourd'hui ? Et comment un coin de terre battu par l'Atlantique devint le symbole même de la résistance culturelle ? L'histoire commence bien avant l'écriture, avant Rome, avant même que le mot Bretagne existe. Il y a 7000 ans, sur cette péninsule exposée aux tempêtes, des hommes déplaçaient des blocs de granit pesant plusieurs dizaines de tonnes. Pas pour construire des maisons, pas pour se protéger, mais pour parler aux morts et mesurer le ciel. Les alignements de Karnak comptent 3000 pierres dressées sur plus de 4 km. Personne ne sait exactement pourquoi. Les archéologues proposent des théories. Observatoire astronomique, calendrier agricole, sanctuaire funéraire. Mais la vérité s'est perdue dans la brume du temps néolithique. Ce qui est certain, c'est que cette société possédait une organisation complexe. Déplacer ces mégalithes exigeait des centaines d'hommes, une coordination précise, une hiérarchie établie. Ces populations cultivaient le blé, élevaient des bovins, fabriquaient des poteries décorées. Elles naviguaient déjà le long des côtes, échangeaient du sel, de l'étain, des fourrures avec d'autres communautés. La mer n'était pas une frontière, c'était une route. Les dolmens se multipliaient dans le paysage. Ces chambres de pierre recouvertes de terre servaient de sépultures collectives. On y déposait les morts avec leurs outils, leurs bijoux, leurs offrandes. La mort n'était pas une fin, mais un passage. Les vivants et les défunts cohabitaient dans un monde où la pierre immortalisait la mémoire. Puis vinrent les Celtes. Vers 800 ans avant l'ère commune, des vagues de migration traversèrent l'Europe. Ces peuples parlaient des langues apparentées, partageaient des croyances similaires, travaillaient le fer avec une maîtrise inégalée. Ils ne formaient pas un empire unifié, plutôt une constellation de tribus liées par la culture, le commerce, la guerre. Certaines s'installèrent sur la péninsule armoricaine. L'Armorique, le pays face à la mer. 5 tribus principales se partageaient le territoire. Les Vénètes contrôlaient le sud, autour du golfe du Morbihan. Marins exceptionnels, ils possédaient des navires à voile capables d'affronter l'océan Atlantique. Leurs bateaux, construits en chêne massif avec des voiles en cuir, impressionnaient même les Romains. Les osismes occupaient le Finistère, la fin de la terre connue. Les coriosolites régnaient sur la région de Saint-Malo. Les Rhodones s'établirent autour de Rennes. Les Namnettes dominaient l'estuaire de la Loire. Ces tribus vivaient dans des oppidas, des villages fortifiés perchés sur des hauteurs. Des remparts de terre et de pierre protégeaient les habitations rondes aux toits de chaume. Les artisans forgeaient des épées, des boucliers, des parures en bronze doré. Les agriculteurs défrichaient les forêts, cultivaient l'orge et le seigle, élevaient des cochons et des chevaux. Les marchands échangeaient l'étain extrait des mines du pays de Léon contre du vin méditerranéen, des amphores grecques, des tissus colorés. Mais le pouvoir ne résidait pas seulement chez les guerriers et les chefs. Les druides formaient la classe intellectuelle de la société celte. Prêtres, juges, médecins, astronomes, poètes, ils passaient 20 ans à mémoriser les textes sacrés, les lois, les généalogies, les formules rituelles. Rien n'était écrit. Tout se transmettait oralement. Cette mémoire vivante garantissait la cohésion culturelle entre des tribus qui se faisaient parfois la guerre, mais partageaient les mêmes mythes. Les druides officiaient dans les forêts sacrées, près des sources, sous les chênes centenaires. Ils sacrifiaient des animaux aux dieux, interprétaient les présages, réglaient les conflits. Leur autorité dépassait celle des rois. Un chef de guerre pouvait conquérir des terres, mais seul un druide pouvait légitimer son pouvoir en lisant les signes divins. Les Celtes croyaient en une multitude de divinités. Chaque source, chaque forêt,
chaque colline possédait son esprit. Certains dieux présidaient à la guerre, d'autres à la fertilité, au commerce, à la guérison. On leur offrait des armes jetées dans les lacs, des animaux égorgés sur les autels de pierre, des objets précieux enfouis dans la terre. La frontière entre le monde visible et l'invisible restait poreuse. Les héros morts pouvaient revenir conseiller les vivants. Les dieux prenaient forme humaine pour se mêler aux mortels. Cette civilisation prospérait lorsque Rome décida de conquérir la Gaule. En 58 avant l'ère commune, Jules César franchit les Alpes avec ses légions. Officiellement, il venait protéger les alliés de Rome contre les migrations germaniques. En réalité, il cherchait la gloire militaire et les richesses nécessaires pour financer ses ambitions politiques. La conquête de la Gaule allait durer 8 ans, coûter la vie à 1 million de personnes, réduire 1 million d'autres en esclavage et transformer définitivement l'histoire européenne. Les tribus armoricaines observaient avec inquiétude la progression romaine. Certaines acceptèrent de négocier, d'autres choisirent la résistance. Les Vénètes, forts de leur marine puissante, organisèrent une coalition anti-romaine en 56 avant l'ère commune. Ils convoquèrent les ambassadeurs de César et les retinrent en otage. Un affront que Rome ne pouvait tolérer. César envoya son légat Decimus Brutus avec une flotte construite à la hâte sur la Loire. Les Vénètes rirent probablement en voyant ces galères méditerranéennes mal adaptées aux vagues atlantiques. Leurs propres navires, hauts et massifs, dominaient les embarcations romaines. Les batailles navales tournaient à leur avantage. Les Romains ne parvenaient ni à les éperonner, ni à les aborder. Mais Brutus eut une idée simple et dévastatrice. Ses marins fabriquèrent des faux montées sur de longues perches. Pendant la bataille dans le golfe du Morbihan, ils s'approchèrent des navires vénètes et coupèrent leur cordage. Les voiles en cuir tombèrent sur les ponts. Les bateaux, privés de propulsion, devinrent des cibles immobiles. Les légionnaires les abordèrent un par un, massacrant les équipages. La flotte vénète fut anéantie en quelques heures. César ne fit pas de prisonniers. Il ordonna l'exécution du Conseil des Anciens et vendit toute la population en esclavage. Un avertissement aux autres tribus armoricaines. La résistance était futile. Rome était invincible. Les tribus se soumirent une à une. L'Armorique devint une province romaine. Mais cette conquête ne signifiait pas la disparition de la culture celte. Loin de là. Rome avait appris à ne pas écraser complètement les peuples vaincus. La romanisation fonctionnait mieux par assimilation que par destruction. Les élites locales qui acceptaient l'autorité de Rome conservaient leurs privilèges. Elles adoptaient les vêtements romains, parlaient latin, envoyaient leurs enfants étudier à Lutèce ou à Rome. En échange, elles maintenaient l'ordre sur leur territoire et collectaient les impôts. Des villes nouvelles surgirent. Comdate, qui deviendrait reine. Darioritum, futur Van. Vorgium, aujourd'hui Carex. Ces cités copiaient le modèle romain avec leurs forums, leurs thermes, leurs théâtres, leurs aqueducs. Les artisans armoricains apprirent à construire en pierre, à poser des mosaïques, à sculpter des statues. Les marchands s'enrichissaient en vendant du grain, du bétail, du sel à l'armée romaine stationnée sur le Rhin. Mais dans les campagnes, la vie changeait moins vite. Les paysans continuaient à parler leur langue celte, à honorer leurs dieux dans les sources sacrées, à raconter les histoires des héros anciens. Ils ajoutèrent simplement quelques divinités romaines au panthéon. Mercure se mêlait aux dieux du commerce celte. Mars fusionnait avec les dieux guerriers locaux. Cette hybridation religieuse caractérisait la paix romaine. Les druides, en revanche, subirent une répression sévère. Rome tolérait la plupart des cultes locaux, mais pas une classe sacerdotale capable de mobiliser les populations contre l'Empire. Les druides furent interdits, leurs sanctuaires détruits, leurs assemblées dispersées. Certains se réfugièrent en Irlande, jamais conquise par Rome. D'autres se fondirent dans la population, transmettant secrètement leur savoir à quelques disciples. L'armorique romaine
connut 4 siècles de relative tranquillité. Les routes pavées reliaient les villes. Les villae, grandes exploitations agricoles, produisaient du vin, de l'huile, des céréales. Les ports exportaient vers la Bretagne insulaire, l'Hispanie, la Méditerranée. La population augmenta. Les forêts reculèrent devant les champs cultivés. Puis l'Empire commença à se fissurer. Au IIIe siècle, les incursions barbares se multiplièrent. Des pirates saxons et scots attaquaient les côtes. Des bandes armées pillaient les campagnes. L'autorité romaine s'affaiblissait. Les légions se retiraient progressivement pour défendre le cœur de l'Empire. Les villes fortifiaient leurs murailles. Les riches villae étaient abandonnés ou transformés en places fortes. En 410, Rome rappela ses dernières troupes de Bretagne insulaire. L'île, romanisée depuis 3 siècles et demi, se retrouva livrée à elle-même face aux invasions pictes et saxonnes. Les Bretons insulaires, descendants des Celtes qui n'avaient jamais perdu leur identité, devaient désormais se défendre seuls. Certains choisirent de fuir. Entre le 5e et le 7e siècle, plusieurs vagues de migration bretonne traversèrent la Manche. Ce n'étaient pas des conquérants, mais des réfugiés cherchant la sécurité. Des familles entières embarquaient sur des bateaux avec leurs outils, leurs animaux, leurs prêtres. Ils s'installaient sur la côte nord de l'Armorique, dans des régions peu peuplées depuis le déclin romain. Ces migrants parlaient une langue celtique proche de celle des anciens armoricains. Ils apportaient avec eux le christianisme, déjà bien implanté en Bretagne insulaire. Des moines fondateurs, qu'on appellerait plus tard des saints, établissaient des ermitages, des monastères, des paroisses. Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Samson, Saint-Paul Aurélien, Saint-Tugdual, Saint-Paterne, Saint-Corentin. Ces hommes ne cherchaient pas la gloire terrestre, mais le salut des âmes dans des paysages rudes et isolés. La fusion entre bretons migrants et armoricains autochtones donna naissance à une nouvelle identité. La péninsule prit le nom de Bretagne, Britannia Minor, pour la distinguer de la Grande-Bretagne. La langue bretonne se standardisa progressivement, mélange de vieux celtique armoricain et de brittonique insulaire. Cette langue deviendrait le ciment d'une identité qui résisterait à tous les empires. Le christianisme breton se développa différemment du modèle romain. Les monastères, souvent isolés dans les landes ou sur les îles, fonctionnaient comme des communautés autosuffisantes. Les moines défrichaient, cultivaient, priaient, copiaient des manuscrits. Ils évangélisaient les campagnes en adaptant les fêtes chrétiennes aux anciens calendriers païens. Les sources sacrées devinrent des lieux de pèlerinage chrétien. Les menhirs furent christianisés en y gravant des croix. Pendant ce temps, le reste de la Gaule basculait sous domination franque. Clovis, roi des Francs, unifia une grande partie du territoire entre 481 et 511. Il se convertit au christianisme catholique, s'alliant ainsi l'Église romaine et les élites gallo-romaines. Ses successeurs mérovingiens puis carolingiens étendirent le royaume franc jusqu'à en faire un empire. Mais la Bretagne resta en marge. Les chefs bretons, qu'on commençait à appeler rois ou comtes, résistaient aux tentatives franques d'annexion. La géographie aidait. Les forêts denses de l'intérieur, les marais de la Brière, les côtes découpées rendaient toute invasion difficile. Les Bretons pratiquaient une guérilla efficace. Ils attaquaient par surprise, se repliaient dans les bois, refusaient la bataille rangée. Les armées franques s'épuisaient sans résultat décisif. Au IXe siècle, un homme transforma cette résistance en construction politique. Nominoé était comte de Vannes sous l'autorité théorique de l'empereur franc Louis le Pieux. Quand ce dernier mourut en 840, l'empire se fragmenta entre ses fils. Nominoé profita du chaos pour proclamer l'indépendance bretonne. Il ne se contenta pas de déclarer sa souveraineté. Il la conquit militairement. En 845, à Ballon près de Redon, son armée écrasa les troupes franques de Charles le Chauve. Cette victoire stupéfia l'Europe carolingienne. Comment un territoire périphérique pouvait-il défaire l'héritier de Charlemagne ?
Nominoé poursuivit ses conquêtes, s'emparant de Rennes et de Nantes, élargissant la Bretagne jusqu'à la Loire. Il réorganisa aussi l'Église bretonne. En 849, il convoqua le concile de Coitlou et destitua les évêques nommés par les Francs. Il les remplaça par des prélats bretons loyaux. Cette double souveraineté, temporelle et spirituelle, faisait de la Bretagne un royaume de fait. Son fils Érispoé poursuivit l'œuvre. En 856, Charles le Chauve, épuisé par les guerres civiles et les raids vikings, reconnut officiellement l'indépendance bretonne par le traité d'Angers. Érispoé reçut le titre de roi. La Bretagne devenait un royaume souverain. Mais à peine née, cette construction politique dut affronter un nouveau péril. Les Vikings. Dès la fin du 8e siècle, les dracars scandinaves remontèrent les fleuves européens, pillant monastères et villes côtières. La Bretagne, avec ses côtes découpées et ses riches monastères, offrait des cibles faciles. En 843, les Vikings s'emparèrent de Nantes, massacrant la population pendant la messe de la Saint-Jean. Ils transformèrent l'île de Noirmoutier en base permanente pour leurs raids. Les rois bretons tentèrent de résister, mais leurs forces restaient insuffisantes face à ces guerriers professionnels venus par la mer. Certains monastères furent abandonnés. Les moines s'enfuirent avec leurs reliques vers l'intérieur des terres. Sainte-Malo fut désertée pendant près d'un siècle. Les campagnes vivaient dans la terreur des voiles rayés surgissant à l'horizon. Paradoxalement, cette période de chaos accéléra la fusion identitaire bretonne. Face à un ennemi commun, les différences entre bretons migrants et armoricains autochtones s'effacèrent. La langue bretonne, la religion chrétienne, la résistance aux envahisseurs forgèrent un sentiment d'appartenance collective. Être breton ne signifiait plus simplement vivre sur ce territoire. C'était partager une histoire, une culture, une volonté de survie. Au Xe siècle, les raids vikings diminuèrent. Les Scandinaves se sédentarisaient en Normandie, en Angleterre, en Irlande. La Bretagne put reconstruire, mais la monarchie s'était affaiblie. Le pouvoir se fragmenta entre plusieurs comtes et seigneurs qui se combattaient pour la suprématie. Le duché de Bretagne émergea de ces luttes. En 937, Alain Barbetorte, descendant de la lignée royale bretonne, revint d'exil en Angleterre. Avec une petite armée, il débarqua en Bretagne et entreprit de libérer le territoire des dernières bandes vikings. Il remporta plusieurs victoires, reconquit Nantes et fut proclamé duc de Bretagne. Ce titre de duc, inférieur au titre royal, reflétait la nouvelle réalité politique. La Bretagne devenait une principauté importante mais théoriquement vassale du royaume franc. Théoriquement seulement. Les ducs bretons se comportaient comme des souverains indépendants. Ils battaient monnaie, rendaient la justice, levaient des armées, signaient des traités sans consulter le roi de France. Ils mariaient leurs enfants aux dynasties européennes, tissant un réseau d'alliances qu'avec l'Angleterre, la Castille, le Saint-Empire. Ils entretenaient une cour fastueuse à Nantes ou à Rennes, attirant poètes, artistes, savants. Cette indépendance de fait s'appuyait sur plusieurs piliers. D'abord, la cohésion culturelle. La langue bretonne dominait à l'ouest, le gallo, dialecte roman proche du français, à l'est, mais les deux populations se reconnaissaient comme bretonnes. Ensuite, la prospérité économique. Le commerce maritime enrichissait les ports. Le sel de Guérande, les toiles de lin, le blé du Léon s'exportaient partout en Europe. Les villes se développaient, les campagnes produisaient des surplus. Enfin, la géographie protégeait toujours. La Bretagne restait difficile à envahir et plus difficile encore à occuper. Ses forêts, ses bocages, ses chemins creux permettaient une défense en profondeur. Une armée pouvait entrer en Bretagne mais rarement en ressortir victorieuse. Les ducs avaient également compris l'importance des alliances matrimoniales. En épousant des princesses françaises, anglaises ou impériales, ils s'assuraient que toute agression contre la Bretagne déclencherait des réactions diplomatiques complexes. Au XIVe et XVe siècle, la Bretagne vécut son âge d'or.
Le duché prospérait pendant que la France et l'Angleterre s'épuisaient dans la guerre de Cent Ans. Les ducs bretons jouaient habilement des deux côtés, tantôt alliés des Français, tantôt des Anglais, toujours pour préserver leur indépendance. Jean IV, devenu duc en 1364, fit reconstruire les fortifications bretonnes. Les remparts de Vannes, de Dinan, de Fougères témoignent encore de cette époque. Il encouragea aussi le commerce maritime, faisant de Nantes l'un des grands ports européens. Son successeur Jean V, qui régna de 1402 à 1438, porta le duché à son apogée. Il était appelé le Bon Duc et Jean le Sage. Sous son règne, la Bretagne connut une paix intérieure rare. Il organisa l'administration ducale sur le modèle royal français, mais en conservant les spécificités bretonnes. Il créa un parlement, des chambres de comptes, une chancellerie efficace. Il patronna les arts. Les cathédrales bretonnes se parèrent de sculptures et de vitraux magnifiques. La littérature bretonne s'épanouissait aussi. Des scribes recopiaient les anciens récits mythologiques celtiques, les christianisant légèrement pour les rendre acceptables. Les légendes arthuriennes, nées en Bretagne insulaire, trouvaient un nouveau souffle en Bretagne armoricaine. Le roi Arthur, Merlin, les chevaliers de la table ronde devenaient les ancêtres mythiques des Bretons. La forêt de Brocéliande incarnait ce passé merveilleux, mélange de paganisme celte et de christianisme médiéval. Les paysans bretons vivaient mieux qu'ailleurs en Europe. Les famines étaient rares. La terre fertile produisait abondamment. La pression fiscale restait modérée comparée à celle du royaume de France. Les coutumes locales protégeaient les droits des paysans. L'usage collectif des landes et des forêts leur permettait de faire paître leurs animaux, de ramasser du bois, de glaner après les moissons. Cette relative prospérité populaire stabilisait le duché. Mais tout âge d'or finit par se ternir. En 1488, le duc François II mourut sans héritier mâle. Sa fille Anne, âgée de 11 ans, devint duchesse. Cette situation fragilisait le duché. Le roi de France Charles, lui, voyait là une opportunité inespérée d'annexer la Bretagne. Il envahit le territoire en 1488. L'armée ducale, bien que vaillante, ne pouvait rivaliser avec les forces royales françaises. Après plusieurs défaites, Anne dut accepter un mariage avec Charles, 8 en 1491. Ce mariage ne signifiait pas immédiatement l'annexion. Le contrat stipulait qu'en cas de mort de Charles VIII sans héritier mâle, Anne redeviendrait duchesse souveraine et pourrait se remarier à son choix, sauf au successeur de Charles. Mais le destin en décida autrement. Charles VIII mourut en 1498 sans descendance. Anne épousa son successeur Louis XII en 1499. Cette fois, le contrat était plus clair. La fille aînée du couple épouserait le futur roi de France ou son héritier, unifiant ainsi les deux couronnes. Anne tenta jusqu'à sa mort, en 1514, de préserver l'autonomie bretonne. Elle maintint une cour ducale indépendante, refusa que le titre de duc soit porté par le roi de France de son vivant, s'efforça de transmettre à ses enfants l'amour de la Bretagne. Mais l'histoire suivit son cours inexorable. Sa fille Claude épousa François Ier en 1514. En 1532, leur fils, le dauphin François, reçut le duché de Bretagne. 3 ans plus tard, l'édit de rattachement de 1535 prononça l'union perpétuelle et indissoluble de la Bretagne à la couronne de France. Sur le papier, la Bretagne devenait française. Sur le terrain, la résistance prit d'autres formes. Le rattachement n'abolissait pas l'identité bretonne. Au contraire, il la renforça par la défense des privilèges. La Bretagne conservait ses États, assemblées représentant le clergé, la noblesse et le tiers-État. Ces États votaient l'impôt, ce qui donnait aux Bretons un droit de regard que n'avaient pas la plupart des provinces françaises. La Bretagne gardait son parlement, sa monnaie, ses douanes, ses coutumes juridiques. Elle n'était pas une province comme les autres, mais une entité à statut particulier. Cette autonomie irritait le pouvoir royal.
Les rois de France tentèrent régulièrement de rogner les privilèges bretons. Mais chaque tentative se heurtait à une résistance opiniâtre des États de Bretagne. Les parlementaires bretons, nobles et bourgeois, défendaient avec acharnement ce qui restait de leur souveraineté. Cette longue guérilla juridique et fiscale dura 2 siècles et demi. Le XVIIe siècle vit plusieurs révoltes éclater. En 1675, la révolte du papier timbré embrasa la Basse-Bretagne. Louis XIV, en guerre constante, avait besoin d'argent. Il instaura de nouvelles taxes sur le tabac, l'étain et surtout sur le papier timbré nécessaire pour tous les actes officiels. Les paysans bretons, déjà pressurés, se soulevèrent. Armés de fourches et de bâtons, ils attaquèrent les collecteurs d'impôts, pillèrent les châteaux des nobles perçus comme complices de la fiscalité royale. La répression fut terrible. Le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, envoya les troupes. Des villages entiers furent rasés. Les meneurs furent pendus ou envoyés aux galères. Louis XIV punit aussi les États de Bretagne en suspendant leur cession pendant plusieurs années. Le message était clair, la Bretagne devait obéir. Mais les Bretons ont la mémoire longue. L'affaire de Bretagne, entre 1764 et 1770, opposa le Parlement de Bretagne, mené par le procureur général Louis-René de la Chalotais, au duc d'Aiguillon, gouverneur de la province. Le Parlement refusait de voter de nouveaux impôts pour financer la guerre de 7 ans. Le procureur général La Chalotais fut arrêté sur ordre royal, jugé, emprisonné. Les parlementaires bretons démissionnèrent en bloc en signe de protestation. Cette crise dépassa largement la Bretagne. Elle devint un symbole des tensions entre monarchie absolue et corps intermédiaires. Les philosophes des Lumières, Voltaire en tête, prirent position. L'opinion publique s'émut. Louis XV dut finalement composer, libérant la Chalotais et rétablissant le Parlement. Mais le mal était fait. La confiance entre la Bretagne et le pouvoir royal s'était encore érodée. Quand la Révolution française éclata en 1789, les Bretons y virent d'abord une opportunité. Les États généraux, réunis à Versailles, permettaient enfin aux provinces d'exprimer leurs griefs. Les cahiers de doléances bretons réclamaient la fin des abus fiscaux, le respect des libertés locales, une meilleure représentation. Beaucoup de Bretons soutenaient les idées révolutionnaires d'égalité et de justice. Des clubs jacobins se créèrent dans les villes. Des jeunes nobles, comme la Rouërie, avaient combattu pour l'indépendance américaine et revenaient imprégnés d'idéaux républicains. Mais la Révolution prit un tour que peu avaient anticipé. L'Assemblée nationale décida d'abolir toutes les provinces, tous les privilèges, toutes les particularités locales. La France devait être une et indivisible. En 1790, les députés votèrent la création des départements. La Bretagne fut divisée en 5. Côte du Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan. Le nom même de Bretagne disparaissait officiellement des cartes administratives. Les États de Bretagne furent supprimés, le Parlement dissous, les coutumes bretonnes abolies. Plus grave encore, la constitution civile du clergé de 1790 attaquait l'Église catholique. Les prêtres devaient prêter serment à la nation. Ceux qui refusaient, les réfractaires, étaient poursuivis. Or en Bretagne, région profondément catholique, la majorité du clergé refusa le serment. Les paysans bretons, attachés à leurs prêtres, à leur pardon, à leur procession, ne comprenaient pas pourquoi la République persécutait leur foi. La conscription obligatoire mit le feu aux poudres. En 1793, la Convention décréta la levée en masse de 300 000 hommes pour combattre les armées coalisées. Dans l'ouest de la France, cette décision déclencha un soulèvement massif. En Vendée, en Anjou, en Bretagne, des dizaines de milliers de paysans prirent les armes. Ils ne se battaient pas contre la Révolution en soi, mais contre ce qu'elle était devenue, centralisatrice, anti-religieuse, autoritaire. La chouannerie bretonne différait de l'insurrection vendéenne.
Les Vendéens formaient une armée structurée avec des généraux nobles. Les Chouans bretons pratiquaient la guérilla. Des bandes de quelques dizaines ou centaines d'hommes attaquaient les colonnes républicaines, coupaient les routes, libéraient les prisonniers, puis se dispersaient dans les bocages. Leurs chefs, souvent de petite noblesse ou simples paysans, connaissaient chaque chemin creux, chaque ferme, chaque cachette. Jean Chouan, de son vrai nom, Jean Cottereau, donna son nom au mouvement. Contrebandier devenu chef de bande, il maîtrisait l'art de l'embuscade. Ces hommes communiquaient par des cris imitant la chouette, d'où leur surnom. Georges Cadoudal, issu d'une famille de paysans du Morbihan, devint l'un des leaders les plus redoutés. Colosse charismatique, il mobilisa des milliers de combattants. La République envoya des troupes considérables. Le général Hoche mena une campagne de pacification brutale. Les colonnes infernales brûlaient les villages suspectés d'abriter des Chouans. Les exécutions sommaires se multipliaient. Mais la guérilla continuait. Chaque ferme pouvait cacher des armes. Chaque paysan pouvait être un informateur ou un combattant. La guerre civile dévasta la Bretagne pendant des années. Les familles se déchirèrent. Des frères se retrouvaient dans des camps opposés. Les champs restaient en friche, faute de bras pour les cultiver. La famine menaçait. Les villes, tenues par les républicains, vivaient assiégées. Les campagnes, contrôlées par les Chouans, subissaient les représailles. Napoléon Bonaparte, devenu premier consul en 1799, comprit qu'on ne pouvait pacifier la Bretagne par la force seule. Il négocia. En 1800, il signa avec les chefs chouans un traité de pacification. Il promit l'amnistie, le respect de la religion catholique, la fin des persécutions contre les prêtres réfractaires. Beaucoup de Chouans acceptèrent de déposer les armes, mais tous ne se rendirent pas. Georges Cadoudal continua la lutte. Convaincu que seule la restauration monarchique garantirait les libertés bretonnes, il organisa plusieurs complots contre Napoléon. En 1804, il fut arrêté à Paris après une traque de plusieurs mois. Jugé pour tentative d'assassinat du premier consul, il fut condamné à mort et guillotiné. Avant son exécution, il déclara « Nous avons voulu faire un roi, nous avons fait un empereur ». Sa mort marqua la fin de la grande chouannerie. Le XIXe siècle vit la Bretagne entrer de force dans la modernité française. L'Empire, puis les monarchies restaurées, centralisèrent davantage encore l'administration. Le français devint la seule langue officielle. Dans les écoles, on interdisait le breton. Les enfants surpris à parler leur langue maternelle étaient punis, forcés de porter un symbole humiliant, le symbole, ou vache, qu'ils ne pouvaient transmettre qu'en dénonçant un camarade parlant breton. Cette politique linguicide visait à éradiquer ce que les élites françaises considéraient comme un patois archaïque. La Bretagne restait pourtant économiquement arriérée selon les critères parisiens. L'industrie se développait lentement. Les routes demeuraient mauvaises. Le chemin de fer n'arriva qu'au milieu du siècle. Paris voyait la Bretagne comme une province attardée, superstitieuse, rebelle. Les Bretons étaient caricaturés comme des paysans arriérés coiffés de bonnets ronds, parlant un jargon incompréhensible, s'accrochant à des traditions obsolètes. Cette stigmatisation renforça le sentiment identitaire. Des intellectuels bretons commencèrent à revendiquer leur culture. En 1839, Théodore Hersart de la Ville-Marquée publia le Barzaz Braise, recueil de chants populaires bretons. L'ouvrage, bien que contesté pour sa méthode éditoriale, révéla au public français et européen la richesse de la tradition orale bretonne. Ces chants racontaient les amours tragiques, les batailles légendaires, les vies de saints dans une langue poétique puissante. Le mouvement breton moderne était né. Il ne s'agissait plus de résistance armée, mais de combat culturel. Des érudits collectaient les contes, les légendes, les proverbes. Des linguistes codifiaient la grammaire bretonne. Des écrivains composaient des poèmes, des pièces de théâtre, des romans en breton. Ils voulaient éprouver
que leur langue n'était pas un patois mais une langue littéraire digne. Simultanément, la Bretagne se modernisait économiquement. Les ports s'équipaient pour le commerce transatlantique. Saint-Nazaire devint un grand chantier naval. Lorient abritait une importante base militaire. Brest, port stratégique depuis Richelieu, se développa encore. Les conserveries de poissons faisaient travailler des milliers d'ouvrières. Les toiles de lin bretonnes s'exportaient partout. L'agriculture se mécanisait lentement. Les rendements augmentaient grâce aux engrais et aux nouvelles techniques. Mais cette modernisation avait un prix. Les jeunes Bretons émigraient massivement vers Paris, où ils occupaient les métiers subalternes. Garçons de café, bonnes, employés. Ils envoyèrent de l'argent au pays, mais perdaient progressivement leur langue et leurs coutumes. La Bretagne se vidait de ses forces vives. Les campagnes vieillissaient, les traditions s'effilochaient. La Première Guerre mondiale acheva de bouleverser la société bretonne. La mobilisation générale d'août 1914 arracha des centaines de milliers d'hommes aux fermes et aux ateliers. Les Bretons, réputés pour leur courage et leur endurance, furent massivement envoyés au front. Ils combattirent dans la boue des tranchées à Verdun, sur la Somme, au chemin des Dames. Beaucoup ne parlaient que le breton et comprenaient mal les ordres en français. Certains officiers les traitaient avec mépris, les considérant comme des soldats de seconde zone. Pourtant, ils moururent en proportions terrifiantes. Les statistiques officielles révèlent que la Bretagne paya un tribut humain supérieur à la moyenne nationale. Dans certains villages, presque tous les hommes jeunes furent tués. Les monuments aux morts qui se dressent dans chaque commune bretonne portent des listes interminables de noms. Des familles entières s'éteignirent, des fermes furent abandonnées, faute de bras pour les cultiver. Cette hécatombe créa un sentiment paradoxal. D'un côté, l'amertume. Les Bretons avaient donné leur sang pour une France qui méprisait leur langue et leur culture. De l'autre, la fierté. Ils avaient prouvé leur valeur, leur loyauté, leur sacrifice. Le discours nationaliste français intégrait désormais les soldats bretons dans le panthéon des héros. Mais cette reconnaissance restait ambiguë, folklorisante, réduisant les Bretons à des images d'Épinal. L'entre-deux-guerres vit émerger un mouvement autonomiste structuré. Des organisations politiques réclamaient plus d'autonomie pour la Bretagne, voire l'indépendance. Le Parti autonomiste breton, fondé en 1927, militait pour un statut d'autonomie sur le modèle catalan ou irlandais. Des journaux en breton publiaient des articles critiquant le centralisme parisien. Des militants organisaient des festivals, des concours de musique, des cours de langue pour maintenir vivante la culture bretonne. Certains groupuscules radicaux allèrent plus loin. Le Gwen a dû, drapeau noir et blanc adopté en 1923, devint le symbole de cette revendication identitaire. Des attentats symboliques visèrent des monuments représentant l'État français. En 1932, un groupe fit sauter une statue de l'Union de la Bretagne à la France à Rennes. Ces actes spectaculaires mais peu violents visaient à attirer l'attention sur la cause bretonne. Mais le contexte international allait tout compliquer. La montée du nazisme en Allemagne intéressa certains militants bretons. Ils voyaient dans le Troisième Reich un ennemi de la France et donc un allié potentiel. Quelques-uns, très minoritaires, collaborèrent activement avec l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils espéraient qu'une victoire allemande permettrait l'indépendance bretonne. La majorité des Bretons rejetaient cette logique. Quand l'armée allemande occupa la Bretagne en juin 1940, la population ne manifesta aucun enthousiasme. Les Bretons n'oubliaient pas que des soldats allemands avaient tué leur père et leur grand frère 25 ans plus tôt. La résistance s'organisa rapidement, particulièrement dans les zones rurales où la guérilla chouane avait autrefois prospéré. Les maquis bretons devinrent redoutables. Les résistants sabotaient les voies ferrées, attaquaient les convois, transmettaient des renseignements aux alliés, cachaient des pilotes abattus. La forêt de Brocéliande,
les monts d'Arrée, les landes du Morbihan offraient les mêmes refuges qu'aux insurgés de 1793. Mais cette fois, ils combattaient pour libérer la France, pas contre elle. La répression allemande fut brutale. Des villages entiers furent incendiés. Les nazis fusillèrent des otages par dizaines. À Saint-Marcel, dans le Morbihan, en juin 1944, une bataille rangée opposa 2000 maquisards à plusieurs milliers de soldats allemands. Les résistants durent se disperser après avoir infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Quelques jours plus tard, les Allemands massacrèrent les habitants du village d'Oradour-sur-Glane, en Limousin, en représailles des actions de la résistance dans toute la région. La Bretagne fut libérée pendant l'été 1944. Les villes portuaires, Saint-Nazaire, Lorient, Brest, restèrent occupées plus longtemps. Les Allemands en avaient fait des forteresses. Les bombardements alliés détruisirent une grande partie de Brest et de Lorient avant la capitulation finale des garnisons en mai 1945. L'après-guerre plongea la Bretagne dans un dilemme cruel. Les autonomistes qui avaient collaboré furent jugés, certains exécutés. Leur trahison jetait le discrédit sur l'ensemble du mouvement breton. Revendiquer son identité bretonne devenait suspect. Parler breton en public attirait les regards méfiants. La langue et la culture bretonne, déjà marginalisées, subirent un discrédit supplémentaire. La 4e puis la 5e République poursuivirent la politique jacobine de centralisation. L'État français investissait massivement dans les infrastructures, mais imposait le modèle parisien partout. Les écoles ne tolérèrent toujours aucune langue régionale. Les médias, radio puis télévision, diffusaient exclusivement en français. La culture bretonne survivait dans les campagnes, portée par les anciens, mais ne se transmettait plus aux jeunes. La modernisation économique accéléra cette évolution. Dans les années 50 et 60, la révolution agricole transforma la Bretagne. Les petites fermes de polyculture cédèrent la place à des exploitations spécialisées. L'élevage porcin et avicole se développa massivement. La Bretagne devint l'un des greniers de la France, produisant une part considérable de la viande, du lait, des légumes consommés dans le pays. Mais cette révolution avait des effets pervers. L'agriculture intensive polluait les rivières. Les algues vertes envahissaient les plages. Les petits paysans disparaissaient, rachetés par des exploitations plus grandes. Les villages se vidaient. Les jeunes partaient étudier à Rennes, Nantes ou Paris et revenaient rarement. La Bretagne rurale se mourait lentement. Paradoxalement, cette crise raviva le sentiment identitaire. Dans les années 70, un nouveau mouvement culturel breton émergea. Des musiciens comme Alan Stivell modernisèrent la musique traditionnelle, la mélangeant au rock et au folk. Leurs concerts attiraient des dizaines de milliers de spectateurs. Des écoles diwan se créèrent pour enseigner en breton aux enfants. Des associations militaient pour la reconnaissance officielle de la langue. Ce renouveau culturel s'accompagnait de revendications économiques et politiques. Les paysans bretons, écrasés par la concurrence et les normes européennes, manifestèrent violemment. En 1975, un vaste mouvement de révolte paysanne secoua la Bretagne, que beaucoup rapprochèrent, par analogie, des bonnets rouges de 1675. Des agriculteurs bloquèrent les routes, déversèrent du lisier devant les préfectures, saccagèrent les centres des impôts. L'État répondit par des mesures répressives, mais aussi par des concessions. La Bretagne obtint un statut de région avec un conseil régional élu. Des subventions aidèrent l'agriculture et l'industrie locale. La langue bretonne reçut une reconnaissance symbolique. Des panneaux bilingues apparurent sur les routes. Des émissions en breton furent diffusées sur France 3 Bretagne. Mais ces avancées restaient limitées. Le breton n'était toujours pas enseigné dans les écoles publiques normales. Les locuteurs naturels, les derniers à avoir appris la langue dans leur famille, mouraient les uns après les autres. Dans les années 2000, on estimait qu'il ne restait que 200 000 bretonnants, principalement âgés.
La langue semblait condamnée à disparaître en une génération. Pourtant, un phénomène inattendu se produisit. De jeunes Bretons, qui n'avaient jamais parlé breton chez eux, décidèrent d'apprendre la langue de leurs ancêtres. Les écoles diwan se multiplièrent. Des cours du soir pour adultes affichés complets. Des groupes de rock chantaient en breton. Des romans, des bandes dessinées, des films en breton trouvaient leur public. Cette renaissance culturelle s'inscrivait dans un mouvement plus large. Partout en Europe, les identités régionales se réaffirmaient. Les Catalans, les Écossais, les Basques, les Flamands revendiquaient leur spécificité. L'Union européenne encourageait cette diversité culturelle tout en promouvant l'intégration économique. La Bretagne pouvait être bretonne et européenne sans nécessairement passer par le filtre français. Le débat sur l'identité bretonne se complexifia. Qu'est-ce qu'être breton au XXIe siècle ? Faut-il parler breton ? Avoir des ancêtres bretons ? Vivre en Bretagne ? Partager certaines valeurs ? Les réponses variaient. Pour certains, l'identité bretonne reposait essentiellement sur la langue. Pour d'autres, c'était un sentiment d'appartenance à un territoire et à une histoire. Pour d'autres encore, une façon de vivre, des traditions festives, une certaine vision de la communauté. La question de la Loire-Atlantique cristallisait ces tensions. Ce département, historiquement breton, abritant Nantes, ancienne capitale ducale, avait été rattaché administrativement à la région Pays de la Loire en 1956. Les militants bretons réclamaient sa réintégration à la région Bretagne. Le pouvoir central refusait, craignant un effet domino de revendications territoriales. Cette bataille symbolique révélait un enjeu plus profond. La Bretagne pouvait-elle exister politiquement ou seulement culturellement ? Les autonomistes réclamaient un véritable pouvoir régional, un parlement breton avec des compétences législatives, une autonomie fiscale. Le gouvernement français acceptait tout au plus une décentralisation modérée. La constitution de la Ve République affirmait que la République était une et indivisible. Toute autonomie substantielle semblait juridiquement impossible. Pourtant, d'autres régions européennes montraient que l'autonomie n'impliquait pas nécessairement la sécession. L'Écosse disposait de son Parlement tout en restant dans le Royaume-Uni. La Catalogne avait une large autonomie en Espagne. Le Pays basque espagnol gérait ses propres impôts. Pourquoi la France refusait-elle obstinément tout modèle similaire ? Les raisons étaient multiples. D'abord, l'histoire. La France s'était construite par centralisation progressive. Accepter l'autonomie bretonne serait remettre en cause 5 siècles de construction nationale. Ensuite, la peur du précédent. Si la Bretagne obtenait l'autonomie, l'Alsace, la Corse, le Pays basque, l'Occitanie pourraient réclamer la même chose. La France risquait de se fragmenter. Enfin, le jacobinisme persistant. L'égalité républicaine, selon cette doctrine, exigeait l'uniformité. Reconnaître des spécificités régionales serait créer des citoyens de seconde zone. Les Bretons répondaient que l'égalité ne signifiait pas l'uniformité. On pouvait être égaux en droit tout en étant différents en culture. La diversité enrichissait plutôt qu'elle n'affaiblissait. Les régions les plus prospères d'Europe, comme la Bavière ou la Lombardie, jouissaient précisément d'une large autonomie. La centralisation française créait au contraire des déséquilibres entre Paris et les régions, alimentant le ressentiment et l'inefficacité. Le débat restait vif au début du XXIe siècle. Les élections régionales mobilisaient de plus en plus d'électeurs bretons. Des partis autonomistes, de gauche comme de droite, siégeaient au conseil régional. Ils ne réclamaient plus l'indépendance, conscients que ce n'était ni réaliste ni souhaitable, mais une autonomie réelle sur le modèle européen. La mondialisation ajoutait une dimension nouvelle. La Bretagne, région maritime ouverte sur l'Atlantique, avait intérêt à développer ses liens avec l'Irlande, le Pays de Galles, la Galice, le Portugal. Ces connexions transnationales contournaient Paris. Les entreprises bretonnes exportaient directement.
Les universités bretonnes collaboraient avec des institutions étrangères. La région se positionnait dans des réseaux européens et mondiaux. L'économie bretonne se diversifiait. L'agriculture restait importante, mais l'industrie agroalimentaire, les télécommunications, le tourisme, les énergies marines renouvelables prenaient le relais. La Bretagne devenait une région innovante, attractive pour les jeunes diplômés, capable de retenir ses talents. Rennes, en particulier, connaissait une croissance démographique et économique remarquable. Cette prospérité nouvelle changeait le rapport de force. Une Bretagne dynamique, moderne, connectée au monde pouvait négocier avec Paris en position de force. Elle n'était plus la province arriérée qu'il fallait moderniser de force, mais un territoire qui contribuait significativement à la richesse nationale. Cette transformation économique soutenait les revendications politiques et culturelles. La question linguistique évoluait aussi. Le breton ne serait probablement jamais plus la langue majoritaire de la Bretagne. Trop de générations avaient été perdues. Mais il pouvait devenir une langue de culture, enseignée, pratiquée, valorisée. Les expériences catalanes et basques montraient qu'une langue pouvait ressusciter avec une volonté politique forte et un investissement éducatif massif. Les écoles d'Iwan scolarisaient maintenant plusieurs milliers d'enfants. L'enseignement bilingue dans certaines écoles publiques se développait lentement. Des parents non bretonnants inscrivaient leurs enfants dans ces filières, considérant le bilinguisme comme un atout. Le breton n'était plus seulement la langue des anciens paysans, mais celle d'une nouvelle génération urbaine, éduquée, connectée. La culture bretonne rayonnait aussi à l'international. La musique bretonne, avec ses bagadous, ses festenots, ses groupes de rock celtique, attirait des fans du monde entier. Le Festival interceltique de Lorient, créé en 1971, accueillait chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Ces événements généraient des retombées économiques considérables tout en renforçant la fierté identitaire. La Bretagne développait également des liens privilégiés avec les autres nations celtiques. L'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, la Cornouaille, l'île de Man, la Galice partageaient un héritage culturel commun. Des festivals, des échanges universitaires, des coopérations économiques tissaient un réseau panceltique. Ces liens contournaient les États-nations et créaient une solidarité transnationale fondée sur la culture. Cette dimension internationale donnait une légitimité nouvelle à l'identité bretonne. Ce n'était plus un particularisme provincial, mais l'expression d'une civilisation millénaire qui dépassait les frontières. La Bretagne s'inscrivait dans une histoire longue, celle des peuples celtiques qui avaient dominé l'Europe avant Rome, qui avaient résisté aux invasions, qui avaient préservé leur langue et leurs traditions malgré les empires. Les historiens réévaluaient aussi le passé breton. Longtemps, l'historiographie française avait présenté la Bretagne comme une province rebelle, arriérée, qu'il avait fallu civiliser. Les recherches récentes montraient une réalité plus complexe. La Bretagne médiévale était prospère, cultivée, connectée aux réseaux européens. Les ducs de Bretagne étaient des princes raffinés qui patronnèrent les arts et les lettres. La culture bretonne n'était pas un folklore rustique, mais une tradition littéraire et musicale riche. Cette relecture historique nourrissait la revendication identitaire. Les Bretons n'avaient pas à avoir honte de leur passé. Ils descendaient d'une civilisation brillante, injustement méprisée par le centralisme français. Reconnaître et célébrer ce passé n'était pas du passéisme, mais une juste réhabilitation. Bien sûr, des controverses persistaient. Certains accusaient le mouvement breton d'essentialisme, de construire une identité artificielle à partir de mythes romantiques. Ils rappelaient que la Bretagne avait toujours été diverse, traversée par des influences multiples, que l'identité bretonne s'était constamment transformée au fil des siècles. Figer cette identité dans une définition étroite serait la trahir. D'autres s'inquiétaient de dérives ethnicisantes. Qui était vraiment breton ? Fallait-il avoir 4 grands-parents nés en Bretagne ? Exclure ceux qui venaient d'ailleurs ?
Ces questions devenaient sensibles dans une Bretagne de plus en plus cosmopolite, où s'installaient des Parisiens, des Britanniques, des retraités du nord de la France. L'identité bretonne devait-elle être exclusive ou inclusive? La plupart des militants bretons optaient pour une conception ouverte. Était breton celui qui se sentait breton, qui vivait en Bretagne, qui participait à sa vie culturelle et sociale. Peu importait l'origine familiale ou la couleur de peau. Cette vision inclusive permettait d'éviter les écueils nationalistes tout en maintenant une revendication identitaire forte. La question de la violence revenait parfois. Dans les années 70 et 80, un groupe clandestin, le Front de libération de la Bretagne, avait commis des attentats contre des symboles de l'État français. Ces actions, spectaculaires mais peu meurtrières, visaient des perceptions fiscales, des casernes, des relais de télévision. Les auteurs furent arrêtés et condamnés. Depuis, le mouvement breton avait massivement renoncé à la violence, privilégiant l'action culturelle, politique, économique. Cette stratégie pacifique portait ses fruits. La Bretagne obtenait progressivement des avancées concrètes. La signalisation bilingue se généralisait. La langue bretonne gagnait en reconnaissance officielle. Le conseil régional disposait de plus de compétences. La coopération transfrontalière avec les régions celtiques se structurait. Mais les autonomistes estimaient que c'était insuffisant. Ils réclamaient un véritable statut d'autonomie inscrit dans la Constitution, donnant à la Bretagne des pouvoirs législatifs et fiscaux. Ils voulaient que le breton devienne langue officielle à côté du français. Ils exigeaient la réunification de la Loire-Atlantique avec la région Bretagne. Ces revendications se heurtaient toujours à l'opposition du gouvernement central et d'une partie de l'opinion publique française. Le débat sur l'identité bretonne interrogeait finalement la nature même de la République française. La France pouvait-elle rester jacobine au XXIe siècle? La diversité culturelle était-elle compatible avec l'unité nationale? L'égalité républicaine exigeait-elle l'uniformité ou pouvait-elle s'accommoder de la différence? Ces questions dépassaient largement le cas breton. Elles concernaient toutes les minorités linguistiques et culturelles de France. Les Alsaciens, les Basques, les Catalans, les Corses, les Occitans, les Flamands posèrent des revendications similaires. La France devait inventer un nouveau modèle, ni jacobin ni fédéral, qui reconnaisse la diversité tout en préservant la cohésion. Certains pays avaient trouvé cet équilibre. L'Espagne, après Franco, avait accordé une large autonomie à ses régions historiques. L'Italie reconnaissait des régions à statut spécial. Le Royaume-Uni dévoluait des pouvoirs importants à l'Écosse, au Pays de Galles, à l'Irlande du Nord. Ces modèles n'étaient pas parfaits. Ils généraient parfois des tensions, mais ils permettaient la coexistence de l'unité nationale et de la diversité régionale. La France résistait à cette évolution. Le modèle républicain, forgé pendant la Révolution, sacralisait l'uniformité. La Constitution affirmait que la langue de la République était le français. Toute reconnaissance officielle d'une langue régionale semblait inconstitutionnelle. Même la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée par la France en 1999, n'avait jamais été ratifiée, le Conseil constitutionnel la jugeant contraire à la Constitution. Cette rigidité suscitait incompréhension et frustration. Les militants bretons ne comprenaient pas pourquoi la France, qui célébrait la diversité culturelle mondiale, refusait de reconnaître sa propre diversité interne. Pourquoi l'apprentissage de l'anglais ou de l'espagnol était encouragé, mais celui du breton considéré comme inutile? Pourquoi la France défendait la francophonie dans le monde, mais étouffait les langues régionales chez elle? Ces contradictions alimentaient le sentiment que Paris méprisait toujours les Bretons. Ce n'était plus le mépris brutal du XIXe siècle, celui qui punissait les enfants parlant breton. C'était un mépris plus subtil, celui de l'indifférence, du refus de prendre au sérieux les revendications identitaires. Les élites parisiennes considéraient souvent le mouvement breton comme folklorique, sympathique peut-être,
mais pas sérieux. Cette attitude renforçait paradoxalement l'identité bretonne. Chaque refus gouvernemental, chaque fin de non-recevoir, chaque négation de la spécificité bretonne poussait des jeunes à s'engager dans le mouvement culturel ou politique. La langue bretonne, qu'ils n'avaient jamais parlé chez eux, devenait un acte de résistance. Apprendre le breton, c'était affirmer qu'on existait en dehors du modèle parisien. Les réseaux sociaux amplifiaient cette dynamique. Des milliers de Bretons, en Bretagne ou dispersés dans le monde, se connectaient pour partager leur attachement à leur région. Des pages Facebook en breton rassemblaient des dizaines de milliers de followers. Des youtubeurs produisaient du contenu en breton. Des applications mobiles enseignaient la langue. Cette présence numérique donnait une visibilité nouvelle à la culture bretonne. La diaspora bretonne jouait un rôle important. Des millions de personnes dans le monde avaient des ancêtres bretons. En Amérique du Nord, en Argentine, en Australie, des communautés bretonnes maintenaient des liens avec la mère patrie. Elles organisaient des festivals, enseignaient la langue à leurs enfants, suivaient l'actualité bretonne. Ces Bretons de l'étranger constituaient un réseau de soutien et de rayonnement. Les jumelages entre villes bretonnes et villes d'autres régions celtiques multipliaient les échanges. Des jeunes Bretons partaient étudier en Irlande ou au pays de Galles. Des musiciens collaboraient par-delà les frontières. Des entreprises développaient des partenariats commerciaux. Cette internationalisation contournait Paris et inscrivait la Bretagne dans des réseaux européens et mondiaux. L'économie maritime offrait de nouvelles perspectives. La Bretagne, avec ses 1200 km de côte, se positionnait sur les énergies renouvelables marines. Des champs d'éoliennes offshore émergeaient au large. La recherche sur l'énergie des marées progressait. Les biotechnologies marines se développaient. La Bretagne pouvait devenir un leader mondial dans ces domaines innovants. Le tourisme restait un secteur majeur. Des millions de visiteurs venaient chaque été découvrir les côtes bretonnes, les mégalithes, les villes médiévales, les îles sauvages. Ce tourisme générait des revenus substantiels, mais posait aussi des problèmes. L'afflux de résidents secondaires faisait monter les prix de l'immobilier, chassant les habitants permanents. Certaines zones côtières se transformaient en stations balnéaires désertes hors saison. La Bretagne devait trouver un équilibre entre développement économique et préservation de son identité. Une croissance trop rapide, trop tournée vers l'extérieur, risquait de diluer ce qui faisait sa spécificité. Mais un repli identitaire excessif condamnerait la région au déclin. La voie étroite consistait à s'ouvrir au monde tout en restant fermement enraciné dans sa culture. Les jeunes générations incarnaient cette synthèse. Ils parlaient en français, souvent anglais, parfois breton. Ils utilisaient les technologies les plus modernes tout en participant aux fest-no traditionnels. Ils étudiaient dans des universités internationales, puis revenaient créer des start-up en Bretagne. Ils étaient simultanément bretons, français, européens, citoyens du monde. Cette identité multiple n'était pas une contradiction, mais une richesse. On pouvait être fier de ses racines bretonnes sans rejeter les autres appartenances. L'identité n'était pas un gâteau qu'il fallait partager, où plus de Bretons signifiait moins de Français. C'était plutôt des cercles concentriques qui s'emboîtaient. Bretons, Français, Européens, humains. Cette vision apaisée de l'identité contrastait avec les crispations identitaires qui traversaient l'Europe et le monde. Partout, des mouvements nationalistes, xénophobes, repliés sur eux-mêmes gagnaient du terrain. La Bretagne montrait qu'une autre voie était possible. On pouvait affirmer son identité sans rejeter l'autre. On pouvait aimer sa culture sans mépriser les autres cultures. Les défis restaient nombreux. La langue bretonne continuait de décliner malgré les efforts. La dépopulation des campagnes s'aggravait. La pollution agricole dégradait l'environnement. Les inégalités territoriales entre métropoles dynamiques et zones rurales isolées se creusaient. Le changement climatique menaçait les côtes et modifiait les écosystèmes marins. Mais les Bretons avaient traversé bien d'autres épreuves au cours de leur longue histoire. Ils avaient survécu aux invasions romaines,
vikings, anglaises. Ils avaient résisté aux tentatives d'assimilation de la monarchie française, puis de la République. Ils avaient préservé leur langue malgré les interdictions. Ils avaient maintenu leur identité malgré toutes les pressions. Cette résilience s'expliquait par plusieurs facteurs. D'abord, une mémoire collective forte. Les Bretons connaissaient leur histoire, la transmettaient de génération en génération. Les récits des batailles, des résistances, des héros nourrissaient un sentiment de continuité historique. Ensuite, une culture vivante. La langue, la musique, les fêtes n'étaient pas des reliques de musées, mais des pratiques actuelles. Enfin, un territoire identifiable. La péninsule bretonne, clairement délimitée par l'océan, donnait une assise géographique à l'identité. Cette combinaison de mémoire, de culture et de territoire créait un sentiment d'appartenance puissant. Être breton n'était pas une abstraction intellectuelle, mais une expérience concrète, ancrée dans des lieux, des sons, des saveurs, des histoires. Ce sentiment résistait aux uniformisations parce qu'il touchait quelque chose de profond dans l'identité humaine, le besoin d'appartenir à une communauté particulière. L'histoire de la Bretagne interrogeait finalement la question de l'identité elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe humain se reconnaît comme distinct? Comment cette identité se construit-elle, se transmet-elle, se transforme-t-elle? Pourquoi certaines identités disparaissent-elles tandis que d'autres persistent? La Bretagne montrait qu'une identité n'est pas figée. Elle évolue constamment, intégrant des éléments nouveaux en abandonnant d'autres. Les Bretons du XXIe siècle ne vivaient pas comme ceux du XVe siècle. Ils ne parlaient pas exactement la même langue. Ils ne croyaient pas aux mêmes choses. Pourtant, ils se reconnaissaient comme héritiers d'une même histoire. Cette continuité dans le changement définissait l'identité. Ce n'était pas la répétition à l'identique du passé, mais la conscience d'une filiation, d'une inscription dans une lignée. Les Bretons d'aujourd'hui réinterprétaient constamment leur héritage, le réactualisant pour qu'il garde sens dans le monde contemporain. La langue bretonne illustrait ce processus. Les militants avaient modernisé la langue, créé des mots nouveaux pour des réalités nouvelles, standardisé l'orthographe. Certains puristes critiquaient ces évolutions, les jugeant artificielles. Mais toute langue vivante évolue. Une langue qui ne change pas est une langue morte. Le breton contemporain, même s'il différait du breton médiéval, restait du breton. De même, la musique bretonne s'était transformée. Les bagadous, ces orchestres de bombardes et de cornemuses, n'existaient que depuis les années 30. Ils s'inspiraient des pipe bands écossais, mais étaient devenus typiquement bretons. La musique électro-celtique, fusion de sons traditionnels et de technologies modernes, créait quelque chose de nouveau tout en restant ancré dans la tradition. Cette créativité culturelle prouvait que l'identité bretonne n'était pas morte. Elle vivait, se transformait, s'adaptait. Certes, elle ne dominait plus la vie quotidienne comme autrefois. Le français était devenu la langue majoritaire. Les modes de vie s'étaient urbanisés, modernisés. Mais l'identité bretonne persistait comme référence, comme horizon de sens, comme source de fierté. Les pardons, ces pèlerinages religieux typiquement bretons, rassemblaient toujours des milliers de personnes. Même les jeunes, souvent peu pratiquants, y participaient. Pas nécessairement par foi religieuse, mais pour perpétuer une tradition, pour se sentir connectés à leurs ancêtres, pour affirmer leur bretonité. Ces rituels créaient du lien social, de la mémoire collective, du sens partagé. Le fest-noz, bal populaire où l'on danse en chaîne sur des musiques traditionnelles, connaissait un succès extraordinaire. Des milliers de fest-noz se tenaient chaque année en Bretagne et au-delà. Jeunes et vieux, bretons et non-bretons s'y mélangeaient dans une ambiance conviviale. L'UNESCO avait d'ailleurs inscrit le fest-noz au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010. Ces pratiques culturelles renforçaient le sentiment identitaire sans exclure personne. On pouvait participer à un fest-noz sans parler breton,
sans avoir des ancêtres bretons. Il suffisait de respecter les codes, d'apprendre les danses, de partager la convivialité. Cette ouverture permettait à l'identité bretonne de se renouveler, d'intégrer de nouveaux membres, de rester vivante. La gastronomie bretonne participait aussi de cette identité. Les crêpes et galettes, le quignaman, le phare breton, les fruits de mer, le cidre étaient devenus des marqueurs identitaires. On les trouvait partout dans le monde, mais ils restaient associés à la Bretagne. Les consommer, c'était une façon de se connecter à cette culture, même pour ceux qui n'avaient aucun lien avec la région. Cette diffusion internationale de la culture bretonne posait question. D'un côté, elle assurait un rayonnement, une reconnaissance mondiale. De l'autre, elle risquait la folklorisation, la transformation en produit de consommation vidé de son sens. Les crêperies parisiennes ou new-yorkaises vendaient de la bretonité superficielle, déconnectée de son contexte culturel et historique. Les Bretons devaient naviguer entre préservation et ouverture, préserver l'authenticité tout en acceptant que la culture évolue et se diffuse. Trouver le juste équilibre entre fierté identitaire et accueil de l'autre. Résister à l'uniformisation mondiale sans se replier dans un isolement stérile. Cette tension n'était pas propre à la Bretagne. Toutes les cultures minoritaires ou minorisées la vivaient. Dans un monde globalisé, où les mêmes films, les mêmes musiques, les mêmes marques se répandaient partout, comment maintenir la diversité culturelle? Comment permettre à chaque culture de s'exprimer sans être écrasée par les cultures dominantes? La Bretagne apportait quelques éléments de réponse. D'abord, l'éducation. Transmettre la langue, l'histoire, la culture aux jeunes générations. Pas de manière dogmatique, mais comme une richesse, un cadeau, une possibilité. Ensuite, la création contemporaine. Encourager les artistes, les écrivains, les musiciens à créer en breton ou sur des thèmes bretons. Ne pas enfermer la culture dans le passé, mais la projeter vers l'avenir. Enfin, la reconnaissance politique. Une culture ne peut survivre sans un minimum de soutien institutionnel. Des financements pour les écoles, les médias, les associations. Un statut officiel pour la langue. Des politiques publiques favorisant la diversité culturelle. Sans cela, même la plus belle culture finit par s'éteindre, faute de moyens pour se transmettre et se renouveler. La Bretagne du XXIe siècle incarnait ses défis et ses espoirs. Elle restait une terre d'identité forte, ancrée dans une histoire millénaire. Elle était aussi une région moderne, dynamique, tournée vers l'avenir. Ces deux dimensions n'étaient pas contradictoires, mais complémentaires. On pouvait être fier de son passé tout en construisant son futur. Les mégalithes de Carnac, dressés il y a 7000 ans, côtoyaient les éoliennes offshore et les laboratoires de biotechnologie. Les vieux marins parlant breton croisaient des ingénieurs développant des applications en réalité augmentée. Les pardons traditionnels se déroulaient dans des villages où s'installaient des télétravailleurs parisiens. Cette coexistence de l'ancien et du nouveau, du local et du global, du traditionnel et de l'innovant définissait la Bretagne contemporaine. L'avenir de l'identité bretonne restait incertain. La langue continuerait-elle à être parlée dans 100 ans? Les jeunes se sentiraient-ils encore bretons dans un monde de plus en plus mondialisé? La Bretagne obtiendrait-elle l'autonomie politique réclamée par certains? Personne ne pouvait le prédire. Mais une chose semblait assurée. Tant qu'il y aurait des gens pour se dire bretons, pour transmettre cette identité à leurs enfants, pour défendre leur langue et leur culture, la Bretagne existerait. Pas nécessairement comme État indépendant. Peut-être pas même comme région administrative, mais comme espace mental, comme imaginaire collectif, comme communauté de destin. Car c'est cela, finalement, qu'est une nation ou un peuple. Pas forcément un État souverain, plutôt un groupe humain qui se reconnaît comme tel, qui partage une histoire, une culture, un sentiment d'appartenance. Les Bretons formaient un tel groupe depuis plus de 1500 ans. Ils avaient survécu à tant d'épreuves qu'on pouvait raisonnablement penser qu'ils survivraient encore longtemps.
Leur histoire montrait la résilience extraordinaire des identités culturelles. Contre tous les empires, toutes les tentatives d'assimilation, toutes les modernisations forcées, les Bretons avaient maintenu leur spécificité. Pas par entêtement ou par refus du progrès, mais parce qu'être breton donnait sens à leur existence, les reliait à leurs ancêtres, les inscrivait dans une continuité qui dépassait leur vie individuelle. Dans un monde de plus en plus atomisé, où les individus se sentent souvent déracinés, perdus dans la masse, l'identité bretonne offrait un ancrage. Elle permettait de se situer, de se définir, de se sentir partie d'une communauté. Ce besoin d'appartenance est fondamentalement humain. Les tentatives de le nier, de créer un homme universel sans racines, ont toujours échoué. Mais l'identité bretonne montrait aussi qu'on pouvait conjuguer enracinement et ouverture. Les Bretons les plus attachés à leur culture étaient souvent les plus ouverts au monde. Ils parlaient en plusieurs langues, voyageaient, s'intéressaient aux autres cultures. Leur bretonité ne les enfermait pas, mais les enrichissait. Cette leçon dépassait largement la Bretagne. Elle concernait toutes les sociétés confrontées aux tensions entre identité et diversité, entre tradition et modernité, entre local et global. La Bretagne suggérait qu'on n'a pas à choisir. On peut être multiple. On peut honorer ses racines tout en s'ouvrant à l'autre. On peut aimer sa culture sans mépriser les autres. Les druides qui officiaient dans les forêts sacrées il y a 2000 ans, les moines qui évangélisaient la Bretagne au VIe siècle, les marins vénètes qui affrontaient Rome, les chouans qui résistaient dans les bocages, les militants qui apprenaient le breton dans les années 70. Tous incarnaient cette même volonté. Ne pas disparaître, maintenir une flamme, transmettre un héritage. Cette volonté n'était pas toujours héroïque. Souvent, elle se manifestait dans des gestes simples. Parler breton à ses enfants, participer à un festeno, mettre un autocollant Broige sur sa voiture, cuisiner des crêpes, raconter une légende. Ces actes minuscules, répétés par des millions de personnes sur des générations, tissaient la trame de l'identité collective. Car l'identité n'existe que par ses pratiques quotidiennes. Elle n'est pas une essence figée, mais un faire permanent. On devient breton en agissant comme breton, en participant à la vie culturelle bretonne, en se reconnaissant dans cette histoire. L'identité est performative. Cela signifie aussi qu'elle peut se perdre. Si une génération cesse de transmettre, la chaîne se brise. D'où l'inquiétude des militants bretons face au déclin linguistique. Chaque locuteur qui meurt sans avoir transmis sa langue emporte avec lui une part irremplaçable du patrimoine. La langue n'est pas qu'un outil de communication. C'est une vision du monde, une façon de penser, un trésor culturel accumulé sur des millénaires. Sauver la langue bretonne ne relevait pas de la nostalgie, mais de la responsabilité. Les Bretons d'aujourd'hui étaient les gardiens d'un héritage reçu de leurs ancêtres, qu'ils devaient transmettre à leurs descendants. Rompre cette chaîne serait une trahison, un mépris pour ceux qui avaient lutté, parfois au péril de leur vie, pour maintenir cette identité. Mais sauver la langue exigeait plus que de la bonne volonté. Il fallait des politiques publiques ambitieuses, un enseignement généralisé du breton dans toutes les écoles de Bretagne, des médias en breton, télévision, radio, internet, une administration bilingue, des aides pour les créateurs culturels, des emplois où le breton serait un atout professionnel. Sans cela, les efforts individuels resteraient insuffisants. Le pouvoir politique français hésitait toujours. Reconnaître pleinement les langues régionales impliquerait de réviser la Constitution. Cela ouvrirait un débat sur la nature de la République, sur l'unité nationale, sur la place de la diversité. Beaucoup de politiciens préféraient éviter ces questions embarrassantes. Pourtant, d'autres pays européens avaient résolu ce dilemme. L'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse reconnaissaient plusieurs langues officielles. Leur unité nationale n'en souffrait pas. Au contraire, respecter la diversité renforçait le sentiment d'appartenance des minorités. C'était l'uniformisation forcée qui créait ressentiment et sécession. La France devrait tôt ou tard emprunter cette voie.
non par idéalisme, mais par pragmatisme. Les revendications identitaires ne disparaîtraient pas. Les nier ne ferait que les radicaliser. Mieux valait les reconnaître, les encadrer, leur donner un espace d'expression légitime. C'était la condition d'une coexistence pacifique et harmonieuse. La Bretagne pourrait servir de laboratoire. Si la France accordait une véritable autonomie à la Bretagne, reconnaissait le breton comme langue officielle, réunifiait la Loire Atlantique avec la région Bretagne, elle montrerait qu'unité et diversité sont compatibles. Le succès de cette expérience ouvrirait la voie pour d'autres régions. Son échec validerait la politique jacobine actuelle. Les Bretons, de leur côté, devaient clarifier leur projet. Voulaient-ils l'indépendance ? Probablement pas. La majorité en percevait les coûts économiques et politiques comme excessifs. Une autonomie substantielle sur le modèle catalan ou écossais. C'était le souhait d'une partie significative, mais pas majoritaire de la population. Un simple maintien de la décentralisation actuelle avec plus de moyens pour la culture ? C'était probablement le consensus majoritaire. Cette diversité d'opinions reflétait la complexité de l'identité bretonne contemporaine. Il n'y avait pas une Bretagne, mais des Bretagnes. Celle des Bretonnants militants et celle des Bretons francophones. Celle des ruraux et celle des urbains. Celle de l'Ouest profondément marquée par la tradition celtique et celle de l'Est plus proche de la France de l'intérieur. Celle des natifs et celle des migrants récents. Toutes ces Bretagnes coexistaient, se superposaient, parfois se contredisaient, mais toutes partageaient un certain attachement au territoire, à l'histoire, à la culture. Cet attachement variait en intensité, mais il existait. Même les plus assimilés ressentèrent quelque chose de particulier en contemplant l'océan depuis la pointe du Raz, en visitant les alignements de Carnac, en écoutant un chant de marins bretons. Cette émotion n'était pas rationnelle. On ne choisit pas ses attachements identitaires comme on choisit un produit dans un supermarché. Ils nous habitent, nous définissent, nous connectent à quelque chose qui dépasse notre existence individuelle. L'identité bretonne, pour ceux qui la ressentaient, n'était pas une option, mais une part constitutive de leur être. L'histoire de la Bretagne, des druides aux militants contemporains, racontait finalement l'histoire universelle des peuples qui refusent de disparaître. Elle montrait qu'une identité culturelle peut survivre aux conquêtes, aux assimilations, aux modernisations. Elle enseignait que la diversité humaine est précieuse, qu'elle mérite d'être préservée, que l'uniformisation n'est ni inévitable ni souhaitable. Dans un monde où les grandes puissances économiques et culturelles tendent à imposer leur modèle, où l'anglais devient lingua franca universelle, où Hollywood et Netflix diffusent le même imaginaire partout, les cultures minoritaires comme la bretonne sont des trésors menacés. Leur disparition appauvrirait l'humanité entière. Chaque langue morte emporte avec elle une façon unique de voir le monde. Chaque culture qui s'éteint réduit la palette des possibles humains. Préserver la Bretagne, sa langue, sa culture, ce n'est donc pas seulement défendre un particularisme local. C'est contribuer à maintenir la diversité culturelle mondiale, ce patrimoine immatériel de l'humanité. C'est affirmer que toutes les cultures ont le droit d'exister, que les petites ne doivent pas être écrasées par les grandes, que la puissance économique ou militaire ne donne pas le droit d'effacer les autres. Ce combat dépasse les Bretons. Il concerne tous ceux qui croient en un monde pluriel, où coexistent pacifiquement des cultures différentes, où chacun peut s'épanouir dans sa langue et ses traditions, tout en respectant celles des autres. Un monde moins monolithique, moins uniforme, moins ennuyeux. Un monde plus riche, plus coloré, plus humain. Les pierres levées de Carnac se dressent depuis 7000 ans, témoins silencieux des civilisations qui se sont succédées sur cette terre. Elles verront probablement encore des millénaires défiler. Si les Bretons continuent à transmettre leur héritage, si la France accepte enfin de reconnaître sa diversité, si le monde valorise les cultures minoritaires, ces pierres continueront à se dresser dans un paysage où résonne la langue bretonne, les sonneurs de bombardes, les rires des festneaux. Sinon,
elles témoigneront d'un peuple disparu, d'une culture éteinte, d'une identité effacée. Elles rejoindront les innombrables civilisations que l'histoire a englouties, dont nous ne connaissons plus que les monuments muets. Ce serait une tragédie supplémentaire dans l'histoire humaine, la perte irrémédiable d'une part de notre humanité commune. Mais les Bretons n'ont pas l'intention de disparaître. Ils ont traversé trop d'épreuves pour abandonner maintenant. Leur histoire millénaire leur donne la force de continuer. Les druides, les rois, les chouans, les militants leur ont montré la voie. À chaque génération de prendre le relais, d'adapter la lutte aux circonstances nouvelles, de transmettre le flambeau. L'identité bretonne vivra tant qu'il y aura des gens pour la faire vivre. Des parents qui parleront breton à leurs enfants. Des professeurs qui l'enseigneront avec passion. Des artistes qui créeront en breton. Des citoyens qui défendront leur culture. Des Bretons fiers de l'être, conscients de leur histoire, confiants en leur avenir. Car l'histoire de la Bretagne n'est pas terminée. Elle continue à s'écrire chaque jour, dans chaque geste, chaque mot, chaque acte qui perpétue cette identité unique. Les chapitres futurs restent à inventer. Ils dépendront des choix que feront les Bretons, les Français, les Européens. Mais une chose est certaine, cette histoire mérite d'être racontée, cette culture mérite d'être préservée, cette identité mérite de survivre. Alors n'oubliez pas de proposer vos thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Kenavo, au revoir en breton et à bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.